Tous ceux qui ont un petit pouvoir de nuisance ont compris que les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est open bar. Toutes les semaines maintenant, vous entendez parler d'un groupe de pression, les aiguilleurs des ciels, la SNCF, la RATP, les éboueurs, que sais-je encore. Un groupe de pression qui réclame sa petite augmentation de salaire, sa petite prime, son petit avantage pour rester calme pendant les JO de Paris et pas mettre le boxon de la capitale. Et le gouvernement, lui, qui a fait les JO pour son image, pour pouvoir montrer Macron devant les caméras, eh bien, le gouvernement paye. Oh, c'est pas tout à fait vrai, excusez-moi. Vous avez des groupes de pression qui encaissent, vous avez un Emmanuel Macron et une Anne Hidalgo qui vont se montrer et faire les beaux, et vous allez payer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, vous allez payer. D'ailleurs, vous n'arrêtez pas de payer et ces JO vont finir par nous coûter extrêmement cher. On dépense l'argent absolument n'importe quoi. Comment je ne reviens pas sur la piscine olympique qui a coûté 2 fois plus cher que prévu, avec, je crois, un budget final aux alentours de 150 millions d'euros pour une piscine, et qui, en plus, ne pourra pas servir de piscine olympique finalement parce qu'elle n'est pas assez grande. Je ne reviens pas sur tous les gabegies qui ont été faits. On ne va pas parler de ça dans cette vidéo-ci. Mais alors là, moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a heurté cette semaine, c'est la nouvelle grève de la SNCF. Je vous avoue que j'avais déjà cru que la SNCF avait touché son petit bac chiche. Vous savez, il y avait eu comme ça le président de la SNCF qui avait accepté il y a 15 jours, 3 semaines, je ne me rappelle plus, d'accorder des avantages sociaux aux salariés de la SNCF, des avantages qui faisaient en sorte que pour eux, finalement, la réforme des retraites elle n'existait plus, ils récupéraient tout ce qu'ils avaient avant la réforme de retraite, il n'y avait plus que vous qui payiez. Eh bien là, donc j'avais cru comprendre que c'était justement en prévision des JO, et je ne m'étais pas trompé, c'est en prévision des JO, mais ça ne suffisait pas, du coup les cheminots ont réclamé de nouveau de l'argent, et c'est pour ça que vous avez eu une grève le 21 mai. De l'argent qu'ils ont obtenu, bien sûr, et, et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ok, donc c'est vraiment, vraiment open bar, tout le monde peut se mettre en grève autant de fois qu'il le veut et repasser au tourniquet autant de fois qu'il le veut pour récupérer du fric. Mais c'est pas anodin tout ça, c'est pas anodin. Et vous allez voir que ça va finir par vous coûter à vous parce que faut être clair, c'est le contribuable qui va payer, hein, c'est nous. Eh bien, ça va finir par nous coûter extrêmement cher ces bêtises. À 2 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France se prépare non seulement à accueillir des athlètes du monde entier, mais aussi à gérer une série de revendications salariales de divers secteurs clés. La demande de primes spéciales se multiplie, entraînant des coûts considérables pour maintenir la paix sociale en période de forte activité. Cette situation met en lumière les enjeux économiques et sociaux qui entourent un événement de cette ampleur. La grève des cheminots et ses répercussions. Le 21 mai, les cheminots. Alors, il y avait déjà eu, il y avait déjà eu une menace de grève et le président de la SNCF qui s'était couché devant les cheminots en acceptant toutes les revendications qui étaient ni plus ni moins que de récupérer tous les avantages qu'ils avaient sur la retraite avant la réforme des retraites. Et donc, il s'est couché, on l'a sacrifié depuis, mais à mon avis, il s'est couché sur ordre du ministre. Et finalement, on a fait semblant de s'énerver contre lui et de le virer, mais je pense qu'il n'y est pour rien. Il n'y est, à mon avis, d'autant plus pour rien que jamais un président de la SNCF n'aurait accordé des choses comme ça sans l'autorisation de son ministre. Donc, à mon avis, on a sacrifié. Bon, voilà, il sert un peu d'homme de paille. A priori, c'est de toute manière à ça que sert le président de la SNCF. Mais ça n'a pas suffi. Le 21 mai, les cheminots de la SNCF ont lancé une grève qui a lourdement perturbé le trafic ferroviaire en région parisienne. Leur revendication principale, une prime exceptionnelle pour compenser l'augmentation de la charge de travail
pendant les JO. Bon, ils venaient juste d'avoir un accord qui leur permet de partir en retraite plus tôt quand même, hein. Vous et moi, on n'a pas cet accord, hein. Il n'y a pas d'autres Parisiens qui ont cet accord. Il y a juste les cheminots qui ont eu cet accord. Mais ça ne suffit pas, il faut une prime en plus. Leur revendication principale, donc une prime exceptionnelle pour compenser l'augmentation de la charge de travail pendant les JO. Selon le syndicat Sudrail, l'afflux de 4500 trains supplémentaires en août empêcherait de nombreux employés de partir en vacances. On se fout de nous. Franchement, on se fout de nous. Et je me demande s'ils n'ont pas prévu de faire un troisième tour de coup tourniquet en juin. Vous allez revenir fin juin, début juillet pour avoir de nouveau une prime. On se fout de nous. Cette demande s'inscrit dans un contexte où plusieurs autres branches ont déjà obtenu des primes similaires. Mais oui, parce que tout le monde a compris, qu'on était face à un gouvernement qui payait. Un gouvernement qui paye. Macron, c'est Monsieur Chèque. Il a augmenté la dette de la France de 50% depuis qu'il est là. 1000 milliards d'euros en plus depuis qu'il est là. Et ça s'accélère. Parce que c'est Monsieur Chèque. Et il y a un problème, je vous fais un chèque. De toute manière, c'est pas moi qui paye. Donc il y a un problème, je vous fais un chèque. Et à mon avis, le patron de la SNCF, le patron de la RATP, le patron de l'aéroport de Paris, tous les patrons ont reçu un petit coup de fil de l'équipe de Macron qui lui a dit « Vous payez !» Nous, ce qu'on veut, c'est que Macron soit beau à la télé. Donc vous payez. Excusez-moi. Les exigences des salariés des aéroports. Le même jour, les salariés du groupe Aéroport de Paris ont également entamé un mouvement social. Tu m'étonnes, vas-y, c'est open bar. Ils réclament une compensation financière similaire à celle des éboueurs qui avaient obtenu satisfaction après une grève le 14 mai. C'est open bar. Daniel Berton, secrétaire général de la CGT ADP, a dénoncé une inégalité de traitement. Les 1500 volontaires supplémentaires toucheront 70 € bruts par vacation travaillée, mais pas les salariés présents toute l'année. C'est inacceptable. Allons-y. C'est le contribuable qui paye. Des primes déjà accordées dans plusieurs secteurs. La pression exercée par les syndicats a déjà porté ses fruits dans plusieurs secteurs. Les employés de la RATP, qui seront mobilisés pendant une période olympique, recevront en moyenne 1000 € bruts, avec des primes pouvant atteindre 2500 € pour certains conducteurs. Les forces de l'ordre bénéficieront d'une prime allant jusqu'à 1900 € bruts, comme l'a annoncé Gérald Darmanin en janvier. Les éboueurs, après leur mouvement social, ont également obtenu une petite prime supplémentaire, une prime similaire. C'est allez-y. Le secteur de la santé n'est pas épargné. Les personnels de santé de l'assistance publique hôpitaux de Paris recevront des primes de 800 à 2500 € bruts par semaine selon leur statut. Cependant, cette distribution est critiquée pour son manque d'uniformité. Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, a souligné que la décision d'octroyer ces primes repose sur la discrétion des chefs de service, une situation jugée inacceptable par les syndicats. Et oui, parce que comme ça, on va donner des primes à ceux qui le méritent et pas aux glandus. Alors forcément, ils trouvent ça inacceptable, les syndicats, parce qu'ils sont quand même peuplés de glandus. Moi, je ne sais pas pour vous, voyez, une fois j'ai bossé, enfin une fois non, j'ai bossé pour des entreprises de 800 à 2000 salariés de temps en temps, à mes débuts, et franchement, les gars des syndicats, ou les délégués du personnel, mais surtout les gars des syndicats, c'était les mecs, tout le monde le disait, hein, c'était les mecs qui en foutaient le moins, quoi. C'était juste des gars qui étaient à la limite de se faire virer, qui savaient qu'ils ne trouveraient jamais un autre boulot et qui du coup se faisaient syndiquer. Je ne sais pas dans votre boîte, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais moi, vraiment, c'est ce que j'ai observé. J'ai bossé dans 2 boîtes d'assurance de plus de 800 salariés et à chaque fois, ça a été ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si c'est la même chose chez vous, mais voilà. L'impact financier et les conséquences à très long terme.
Ces primes exceptionnelles représentent un coût significatif pour l'État et les entreprises concernées. Elles illustrent les défis financiers que pose l'organisation d'un événement d'envergure internationale comme les Jeux Olympiques quand on n'a pas de trip. Pardon. C'est moi qui rajoute ça, mais vous savez, qu'un président qui aurait un tout petit peu de coronesse, ce genre de problème, il serait vite réglé, hein. C'est parce qu'on a des dirigeants qui n'ont absolument pas de trip que c'est open bar. Sinon, on réglerait ça très très rapidement. À long terme, ces dépenses pourraient exacerber les tensions budgétaires et alimenter des revendications similaires lors de futurs événements. Tu m'étonnes, tu as créé un précédent. Maintenant, dès que tu vas organiser une Coupe du Monde de ceci ou les championnats de je ne sais pas quoi d'haltérophilie, tout le monde va vouloir passer au tourniquet. Ça, c'est clair. L'analyse économique des revendications. D'un point de vue économique, la demande de primes spéciales pendant les JO peut être perçue comme une conséquence naturelle de la théorie des incitations. Les travailleurs, conscients de leur position stratégique en période de forte demande, utilisent leur pouvoir de négociation pour obtenir des avantages supplémentaires. Seulement, cette approche pose plusieurs problèmes. Alors, oui, non mais que des travailleurs essayent d'obtenir des avantages supplémentaires. Je suis d'accord, sauf que là, on parle de travailleurs en monopole. C'est-à-dire que, prenons la SNCF, vous avez des gens sous statut, donc aucune chance de se faire virer, qui sont dans une entreprise en monopole. Donc une entreprise qui n'a aucun concurrent, donc qui ne risque pas de faire faillite, et qui en plus, et comme elle est gérée extrêmement mal, eh bien, perd de l'argent, mais cet argent est automatiquement compensé par l'État. Donc, vous avez des salariés qui ont tout pour abuser, qui n'ont absolument aucun risque. Ils n'ont aucun risque. Quand vous regardez la RATP, quels sont les risques des salariés de la RATP? Zéro. Absolument zéro. Et donc, en fait, moi, ce que je critique, ce n'est pas des salariés qui essayent d'améliorer leurs conditions. Ça, c'est très bien que les salariés essayent d'améliorer leurs conditions, c'est parfait. Mais là, vous avez des monopoles. Vous avez des monopoles, donc vous avez des entreprises qui n'ont aucune chance de faire faillite et des salariés qui abusent de cette situation. Vous avez des salariés et dans une entreprise classique, quand vous avez des concurrents, les salariés essayent forcément d'augmenter leur salaire et c'est très bien, mais ils le font dans la mesure du raisonnable parce qu'ils savent qu'en face, il y a des concurrents, qu'ils regardent et ils disent, bon, bah, mon entreprise, il faut quand même qu'elle continue à vivre et à gagner de l'argent si je veux qu'elle continue à me payer, sinon je me retrouve au chômage. Là, vous n'avez pas du tout ce genre de réflexe puisque bah, l'idée, c'est l'entreprise, de toute manière, elle n'a pas de concurrent, donc elle continuera toujours. Et si jamais elle est en situation de faillite, comme ça a été le cas pour la SNCF, eh bien, l'État vient à son secours, récupère sa dette et l'annule. Donc on peut y aller, mais autant qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est ça que je critique. C'est vraiment ça que je critique. Parce qu'il n'y a plus aucune limite, en fait. Et s'il n'y a plus aucune limite, eh ben, ça veut dire qu'en fait, le contribuable paye toujours. Même celui qui n'utilise pas le train, il est obligé de payer pour une gestion catastrophique qui est liée essentiellement à l'État. Et c'est la même chose pour la RATP, bien sûr. C'est la même chose, en fait, pour tous ces monopoles. Pour moi, la contrepartie du monopole, ça devrait être l'interdiction de la grève. Vous êtes un monopole, vous n'avez pas le droit de faire la grève. C'est tout. Et ça me semble pas fou de le dire, quoi. L'octroi de primes substantielles et la solution pour moi, c'est justement de casser le monopole. Vous cassez le monopole et à ce moment-là, bah, vous évitez ce genre de réflexe nul. Si vous avez pour le train, je prends un exemple rapide, mais pour le train, vous savez, les rails, c'est naturellement un monopole, les rails. Comme, comme les autoroutes, c'est naturellement un monopole. Mais les trains qui roulent dessus n'ont pas à être en monopole, de même que les voitures sur les autoroutes n'appartiennent pas à l'État.
Donc, vous avez les rails, et pour ça, vous pouvez faire soit géré par l'État, soit une délégation de service public, comme c'est fait pour les autoroutes. Et dans ce cas, vous aurez des entreprises privées, plusieurs entreprises privées, à qui vous confiez différentes lignes, comme il y a plusieurs entreprises privées qui gèrent les autoroutes. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et par contre, les trains qui roulent dessus, ça peut être plein de concurrents de la SNCF. Vous n'avez pas besoin d'un monopole. Et une fois que vous avez instauré ça, vous n'avez plus ce problème. Vous n'avez plus ce souci d'avoir d'avoir une entreprise complètement en monopole. Et puis la RATP, on a eu un exemple de ce qui pouvait être fait. Je crois que c'est plus le cas. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas en Angleterre, mais vous avez eu les bus rouges, vous savez, à Londres. Et pendant un temps, je ne sais pas si avec le nouveau maire de Londres, ça continue parce que il est, il est, il est assez marqué quand même politiquement. Mais ce qui a été fait pendant longtemps, c'est que une entreprise avait une ligne de bus. Par exemple, la RATP avait une ligne de bus à Londres. Et donc, la ville de Londres décidait d'avoir une ligne de bus qui reliait l'Est à l'Ouest, par exemple. Eh bien, elle faisait une appel d'offres et les entreprises postulaient. Les règles étaient simples. Il fallait avoir des bus à 2 étages rouges et suivant le modèle prévu et que tout le monde connaît. Et il fallait que les bus soient propres et qu'ils arrivent à l'heure. Et vous aviez la ville qui contrôlait que les retards n'étaient pas supérieurs à tant de minutes et que les bus étaient en bon état et ils étaient propres. Et si jamais votre bus était en retard ou qu'il était en mauvais état ou qu'il n'était pas propre, ça dégageait et on retrouvait quelqu'un d'autre pour faire la ligne. Et à ce moment-là, donc la SNCF a eu des lignes de bus à Londres et on pourrait imaginer que les métros soient, même chose, appel d'offres. Qui veut les métros français? Donc la ligne 1 serait gérée par la SNCF, la ligne 2 pourrait être gérée par l'équivalent allemand, la ligne 3 par une entreprise, par Alstom par exemple, la ligne 4 par une... Vous voyez, c'est pas très grave. Et puis on dit, bah voilà, maintenant vous avez tant d'agents, tant de personnes qui travaillent pour vous, très bien, mais on veut des métros qui arrivent à l'heure, on veut des métros qui soient propres, et maintenant vous vous débrouillez. Et nous, tout ce qu'on a à contrôler en tant que ville de Paris ou que région, c'est que les métros arrivent à l'heure, qu'ils sont propres, etc. C'est des choses qui sont parfaitement faisables. Et honnêtement, ça casserait complètement ces monopoles et ces pouvoirs de nuisance. Et à priori, bah là, à ce moment-là, quand les salariés auraient un problème, ils iraient discuter avec leur direction. Ça, à la limite, ils feraient grève, mais ça gênerait une ligne. Toutes les autres seraient tranquilles et ça pourrait avancer beaucoup plus rapidement. Voilà. Enfin, c'est mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. L'octroi de primes substantielles à certains groupes de travailleurs peut créer un sentiment d'injustice parmi ceux qui ne reçoivent pas de compensation équivalente. Cette situation peut engendrer des tensions et des grèves dans d'autres secteurs, créant un effet domino coûteux et difficile à gérer. De plus, l'instauration de telles primes crée un précédent qui pourrait inciter d'autres travailleurs à formuler des demandes similaires lors de futures occasions. Et on voit bien, là actuellement, tout le monde passe à la caisse pour essayer de récupérer du fric. Hein. Il y a pas de, il y a plus de limite en ce moment. Hein. Cela augmente la pression sur les finances publiques et les budgets des entreprises déjà soumis à des contraintes importantes. Les primes exceptionnelles représentent une augmentation ponctuelle du coût de main-d'œuvre, mais elles peuvent avoir une implication à long terme. Si les travailleurs s'attendent à recevoir des primes lors de chaque événement majeur, cela pourrait mener à une inflation des salaires et des coûts opérationnels. Dans un marché du travail déjà tendu, ces augmentations peuvent affecter la compétitivité des entreprises et la capacité de l'État à financer d'autres initiatives publiques. La vague de revendications salariales à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024 met en lumière les défis économiques et sociaux liés à l'organisation d'un tel événement. Les primes exceptionnelles, bien qu'elles soient un moyen efficace de maintenir la paix sociale à court terme, soulèvent des questions sur leur durabilité et leur équité à long terme.
et encore une fois, c'est la spécialité de nos gouvernants, c'est de mettre des pansements à des cancéreux, quoi. La prime exceptionnelle, c'est le pansement à un cancéreux. On a un véritable problème qu'il faut étudier, mais là, il faut absolument que tout marche pour les JO, donc on met un petit pansement, ça marche, et après, on règle jamais la réalité du problème. En tant que société, il est crucial de trouver un équilibre entre la reconnaissance des efforts des travailleurs en période de forte demande et la gestion prudente des ressources financières. Les alternatives aux primes axées sur des améliorations structurelles des conditions de travail pourraient offrir une voie durable et équitable pour répondre aux attentes des travailleurs tout en préservant la stabilité économique. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'État passe au tourniquet, que c'est normal qu'il paye comme ça pour avoir la paix et que chaque syndicat, les uns après les autres, tous ceux qui ont un pouvoir de nuisance les uns après les autres, passent pour essayer de récupérer de l'argent? Ou est-ce que vous pensez que ça montre vraiment les limites du système français où l'État paye pour avoir la paix et où tous ceux qui ont un pouvoir de nuisance l'exercent pour essayer de gagner encore plus d'argent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.